Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session du cycle de conférences sur la voix organisé par le Hub Francia et le Voice Lab. Le Hub Francia est une association à but non lucratif dont l'objectif principal est d'aider ses membres à faire le meilleur usage possible de l'IA. Le Hub Francia est également engagé dans la contribution à un modèle européen de l'IA. D'ailleurs, s'est tenu aujourd'hui le European AI Forum, dont le Hub Francia est cofondateur, et il y a eu beaucoup de développement sur la voix, comme à la fois un potentiel pour le développement de l'IA et un marqueur biométrique sensible. Aujourd'hui, nous avons cette deuxième session sur les usages, les aspects business de la voix dans l'IA, après la première qui abordait le sujet de manière plus technique. Voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Katia Lenné et Karel Bourgois, qui sont donc présidents et vice-présidents du Voice Lab et qui animent donc toute la réflexion et les travaux sur la voix au Hub Francia en lien avec leur écosystème. Voilà, la parole est à vous. Merci Gaëlle. Merci, bonsoir. Donc, Karel Bourgois, je suis avec Katia, nous présidons l'association Le Voice Lab. Donc, le Voice Lab, c'est une association qui réunit une trentaine de membres, à la fois des labos de recherche qui travaillent dans le domaine du vocal, des startups et ETI, PME qui travaillent dans la technologie vocale, et puis un certain nombre de grands groupes, plutôt, on va dire, utilisateurs de ces technos. Donc, le mois dernier, on a eu un premier webinar sur ce site qui était très technique. On a beaucoup abordé les dernières avancées technologiques liées au machine learning dans le domaine de la voix. Aujourd'hui, on va partir sur un tout autre axe. On va rester sur des choses beaucoup plus fonctionnelles et avec Katia, vous présenter un petit peu comment nous on voit le marché aujourd'hui, les enjeux de ce marché et qu'est-ce que c'est que le marché de la voix, quels sont les cas d'usage en particulier. Katia, je te donne la parole un instant pour te présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi en tout cas de vous retrouver pour cette deuxième session dédiée au business. Karel a déjà présenté le Voice Lab, donc voilà, j'ai le plaisir d'animer l'association avec Karel et voilà, on s'occupe de côté business et développement de l'association, notamment de faire progresser en tout cas les applications concrètes de ce qu'est la voix aujourd'hui. Karel, je te passe la main pour démarrer cette démonstration. Alors, d'abord, je vais faire un petit retour en arrière et essayer de voir un petit peu la voix au travers de l'histoire d'un point de vue, entre guillemets, technologique. Qu'est-ce qu'il en est? Alors souvent, quand on parle d'assistants vocaux, de technologie de la voix, on a un peu l'impression que tout ça a commencé dans les années 2000 avec Siri, qui est, je dirais, peut-être le premier assistant vocal vraiment mass market, utilisé de façon massive dans le monde. Mais en fait, il y a eu des choses qui ont été faites dans le domaine précédemment dont on ne connaît pas toujours l'existence. L'un des premiers assistants a été créé par une société qui s'appelle General Magic. Ça s'appelait Serengeti, enfin, la version commerciale après s'est appelée Portico. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le milieu des années 90 et parmi les fondateurs de cette boîte, on a quand même des gens assez intéressants, puisqu'on a la personne qui sera plus tard le CTO de Twitter, la personne qui va diriger les équipes voix de Google. On a eu un certain nombre de SVP de BlackBerry, Samsung, la personne qui a inventé Google Circle, la personne qui créera Safari plus tard, les architectes derrière l'iPhone et l'iPod, une personne qui sera le fondateur de Nest. Donc voilà, c'est quand même une start-up qu'on ne connaît pas trop, surtout en France, je dirais, mais qui déjà dans le milieu des années 90 faisait des choses assez intéressantes. Et leur service a été utilisé par General Motors dans leur assistant embarqué. Si vous connaissez les voitures de chez General Motors, il y a un système qui s'appelle OnStar qui a été fabriqué par Serengeti. Alors je vous propose une petite vidéo pour voir à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Alors, vous me donnerez une seconde parce qu'il faut que je... voilà.
That's the spot. You know, Helga, fighting that evil organization Rotten is really starting to take a toll on the old back. Ooh. Gotta be more careful where I put that phone. Must be the chief. I told Serengeti, my virtual assistant, to put his call through. Good morning, Jack. I've got the chief on the phone and he says it's urgent. Should I put him through or do you want me to take a message? Put him through. Chief, I'm in the middle of a massage, a Helga massage. Jack, it's a crisis situation. Meet Special Agent Maxie and me at the usual spot at 1300 hours. But Chief, Helga's booked for weeks in advance. Just be there. You have 3 new voicemails, 1 email, and 2 faxes. Shall I read them now? Yes, please. The first message is from your mother, received today Yikes. Read me my email messages. You have email. Donc voilà, on était sur déjà à l'époque un contrôle vocal de son téléphone d'un certain nombre de services. Donc ça, c'est une version d'une publicité qu'ils avaient fait à l'époque, mais ça a été en production et intégré après dans certaines voitures. Alors, je retourne sur la présentation. Ouais, j'ai réussi. Alors, en même temps, il y a eu un petit peu avant, dans le début des années 90, un service une société qui s'appelait Wildfire, qui était une société qui commençait aux États-Unis en 92, je crois, et ça a été racheté par Orange en 2000. Et ça a même été utilisé après par les services d'Orange en Angleterre, en France et en Italie jusqu'au tout début des années 2000, en 2005. Donc c'est un autre service comme ça qu'on ne connaît pas forcément, mais qui était un peu précurseur, et qui n'a pas rencontré le succès du marché à l'époque, mais qui faisait des choses. On va voir là encore une petite vidéo de Wildfire, de ce que ça pouvait faire. Wildfire. Here I am. Call. Call whom? Donna King. Dialing. Hello, this is Donna. Hi, Donna. It's Jim Patterson calling. I'm at the train station picking up Ann Kelly as we speak. That's great news. What time do you think you'll be here? 1:30 as planned. Travel Airways is calling. Donna, do you mind holding on a minute? My travel agent's calling on the other line. Go right ahead. Wildfire. Travel Airways is calling. I'll take it. Okay, I'll put the current call on hold. On voit que dans les deux cas, on était sur de la commande vocale pour des services téléphoniques, mais voilà, on était déjà dans des services où on pouvait à la voix interagir avec ce qu'on appelle aujourd'hui un assistant vocal. Alors après, si on remonte beaucoup plus tôt, en fait, une des premières machines parlantes, on va dire, ça date du début du 19e. C'était une machine qui avait été fabriquée par un Allemand, Joseph Faber, qu'on appelait Euphenia. Et cette machine permettait, à partir de leviers, de créer des sons qui, assemblés ensemble, avaient une voix quasi humaine. Alors, ce qui est marrant, c'est que une des personnes qui a trouvé cette invention particulièrement intéressante, c'était le père de Monsieur Bell, et son fils s'était dit que ça serait une invention très intéressante. Et puis finalement, il a inventé le phonogramme et ce qui est devenu le téléphone, mais il a été en partie inspiré par cette machine. Alors après, si on va un peu plus loin, on rentre presque dans la légende. Donc, Android, ça n'a pas été inventé du tout par Google, en fait. Android, c'est une invention de Albert Magnus. Donc là, on est au XIIIe siècle. Et on a retrouvé un certain nombre d'écrits qui disaient que ce monsieur avait créé justement une tête parlante qui aurait été finalement la première machine capable de générer de la voix. Alors, on ne sait pas trop parce qu'il avait un disciple qui s'appelait saint Thomas d'Aquin qui a trouvé que tout cela était une mauvaise idée et qui a détruit la machine. Donc, on n'a que des traces écrites de ce qui aurait pu être finalement la première machine parlante. Voilà pour vous donner un peu d'histoire. Alors, donc, si on voit tout ça, on se dit, mais pourquoi finalement on parle tant de la voix ces dernières années, alors que c'est finalement des services qui existaient, en tout cas dans les technologies actuelles, dès les années 90.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout l'adoption de ces technologies qui a eu un énorme bond avec le lancement des services d'Amazon sur l'enceinte connectée Alexa, et qui a permis d'atteindre une adoption en très très peu de temps de la majorité des foyers en Amérique du Nord. Alors derrière, on a un certain nombre de pays qui ont rejoint très rapidement cette, cette nouvelle trend et voire certains plus rapidement. Alors pour vous donner une idée, on est sur un niveau d'adoption qui est supérieur en rapidité à celui qui a été le mobile, l'internet. Donc vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement rapide. Et aujourd'hui, par rapport au Voice Lab, l'un des enjeux, c'est que malheureusement, cette adoption, on ne l'a pas connue en France de façon aussi rapide. Alors là, on a quelques chiffres qui sont, alors c'est un proxy qui a un certain nombre de biais, mais on regarde le nombre de petits programmes qui existent dans l'enceinte connectée Alexa, donc ce qu'on appelle les skills, au travers du temps. Et on voit que bien que la France ait commencé il y a quelques années à avoir l'accès au service d'Alexa, bien, si on compare par rapport à l'Espagne qui n'utilise ça que depuis 2 ans, dès la première année, ils nous avaient dépassé en nombre de skills. Et en 2 ans, ils nous ont très largement rattrapés, voire dépassé et rattrapés. Alors bon, ça reste négligeable par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des États-Unis, mais en tout cas, ça nous donne une idée, entre guillemets, du retard qu'on peut avoir dans l'adoption de ce type de technologie en France. Et ça a pas mal d'impact et pas mal de raisons. Donc, un élément qui peut avoir contribué à ce retard en France, là, on voit une enquête qui a été faite par la Commission européenne suite au lancement en septembre dernier d'une enquête anti-concurrence auprès de Google. Donc, l'enquête a été faite auprès des industriels européens pour leur demander un petit peu pourquoi aujourd'hui, enfin, quelles étaient pour eux aujourd'hui les problématiques liées au lancement de services de type assistants vocaux. Et ce qu'on voit, c'est que le premier frein, c'est le coût de ces technologies. Et ça, c'est le coût de ces technologies, il est entre autres lié au fait qu'on a un monopole sur un certain nombre de ces briques par des grandes entreprises, on va dire nord-américaines. Le deuxième élément, c'est la pression concurrentielle. Donc, c'est le fait qu'effectivement, se lancer dans ce domaine, c'est très, très risqué parce qu'on a une concurrence par des mastodontes qui fait qu'il y a beaucoup de sociétés qui hésitent à se lancer. Donc, ça peut avoir eu un impact sur le fait qu'il y ait une adoption moins grande. Un autre élément, là, c'est on est toujours sur les problématiques un peu de souveraineté, mais plus au niveau personnel, c'est la problématique de protection des données auxquelles on est probablement plus sensible en Europe et en France qu'aux États-Unis. Mais les chiffres que je vous montre là, en fait, sont les chiffres américains. Donc, on voit quand même que c'est un souci qui a très fortement augmenté ces 3 dernières années aux États-Unis. Alors, j'ai pas trouvé les chiffres pour la France, mais je pense qu'en France, en fait, on était à ce niveau-là dès le départ, et ce qui peut probablement freiner aussi un peu les usages. Alors, pourquoi on considère que tout cela est stratégiquement important pour l'économie et les industries françaises? C'est que la voix, aujourd'hui, ça a percolé dans de nombreux domaines. Alors là, je vous donne un exemple qui est l'impact d'un assistant vocal dans la décision d'achat d'une voiture. Et donc, on voit que entre 2019 et 2020, on avait déjà en 2009 un certain nombre de personnes qui prenaient ça en compte, mais c'est en constante augmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, si vous êtes fabricant de voitures, il se pose à vous la question de est-ce que je dois embarquer un assistant vocal? Lequel assistant vocal il faut que j'embarque? Et comment je vais pouvoir convaincre mon acheteur que j'ai une technologie à la hauteur de ses attentes. Et donc, on voit que voilà, maintenant, c'est des technos qui peuvent impacter un grand nombre de domaines de l'industrie. Alors, si on regarde un peu un certain nombre de briques autour de la voix pour se faire une ordre de grandeur des enjeux économiques derrière. Alors, le marché de la voix en tant que reconnaissance vocale, donc la capacité à transformer de la voix en texte, c'est un marché
qui a doublé, enfin, en même pas 10 ans, en à peu près 6 ans, qui est de l'ordre de vingtaines de milliards de dollars. On a à côté de ça, si on regarde des domaines plus spécifiques autour de tout ce qui est la santé, c'est un domaine à très forte croissance, à plus de 30% de croissance annuelle, et qui devrait atteindre vers 2027 plus de 3 milliards de dollars en termes de taille de marché. Et enfin, les fameux speakers. Alors là, vous avez de nombreux chiffres que vous pouvez voir sur les enceintes connectées, parce que parfois, ça prend en compte les assistants embarqués dans les téléphones. Mais en tout cas, on parle de dizaines de milliards, voire plus, et de là encore, de taux de croissance à 2 chiffres, de 20 à 30% suivant les régions. Donc, c'est quand même des enjeux économiques qui sont assez conséquents. Voilà, donc pour faire un peu pour vous donner un peu une overview du marché, des enjeux. Et donc maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va rentrer dans un certain nombre de cas d'usage pour parler plus concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire finalement avec ces technologies. Alors, on va rentrer dans un certain nombre de cas qui sont plutôt des cas business, on va dire, mais qui sont autour de la téléphonie, des enceintes embarquées, et puis aussi l'aide aux malentendants, donc les problématiques d'accessibilité que les technologies vocales permettent d'aborder, et puis tout ce qui est médias, command and control. Alors, on va commencer justement par la partie médias. Donc aujourd'hui, vous avez, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous avez presque toujours des sous-titres. Donc pendant très longtemps, ces sous-titres, ils étaient faits manuellement, parce qu'il y avait un coût et des problématiques de délai de réalisation assez importants. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que grâce aux technologies de reconnaissance vocale, en fait, on a des sous-titrages qui sont générés de façon automatique. Alors, après, elles peuvent être plus ou moins retraitées manuellement en fonction de la qualité auquel on veut atteindre. Mais maintenant, on arrive quand même à une qualité suffisante pour que sur certains logiciels de vidéoconférence, vous pouvez avoir ces sous-titrages en temps réel. Donc là, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler et automatiquement, avec un temps de latence suffisamment faible, ce que la personne dit va apparaître. On travaille aujourd'hui avec certaines sociétés autour de nous sur même l'étape d'après, qui est le sous-titrage traduit. Donc imaginez, je suis avec une personne en Chine, elle me parle en chinois, et ce qu'elle dit est retranscrit en texte, ce texte il est traduit, et moi je vois des sous-titres en français, ce qui fait que je comprends ce que dit la personne. Après, il y a aussi un usage qui commence à apparaître. Pendant longtemps, les conférences de presse, enfin tout ce qui est conférence en physique, vous aviez des personnes qui pouvaient taper à grande vitesse, qui demandaient vraiment un entraînement très spécifique pour sous-titrer ces conférences. Et on commence aussi, même dans ces cas-là, à pouvoir utiliser de la technologie de reconnaissance vocale pour faire du sous-titrage. Tout à l'heure, les exemples que je vous ai montrés dans les vidéos, là, qui datent des années 90, elles étaient dans le domaine de ce que moi j'appelle le command and control. Donc, command and control, c'est qu'on n'est pas forcément dans une interaction entre guillemets riche, mais on est plus dans je dis quelque chose qui correspond à une commande qui doit être exécutée par un objet, un service. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'a commencé finalement Siri et Alexa. Les assistants vocaux au départ, c'était très proche de ça. Même maintenant, ils ont un peu dépassé ce stade-là. On est dans des choses qui deviennent proches du conversationnel. Mais par contre, ça a été extendu pas mal à de l'embarqué. Donc dans la voiture, ce que je disais tout à l'heure, mais pour un grand nombre d'entre nous aujourd'hui, on a ce type de choses embarquées dans les box Internet qui permettent de commander notre télévision, changer de chaîne, monter le son. Dans la domotique, aujourd'hui, on peut éteindre et allumer des lumières grâce à la voix. Et alors, on voit un peu en haut à droite un exemple d'un distributeur
et on s'attend à ce que de plus en plus, finalement, des objets du quotidien vont embarquer de la voix. Et ça, en termes de technologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu aussi pas mal d'évolutions. Donc, au départ, on était sur des technologies vocales qui permettaient de comprendre l'ensemble de ce qui a été dit en faisant la retranscription, puis derrière, on utilisait de la compréhension du langage pour en déduire quelle était la demande. Donc, c'est dans le petit schéma ce que vous voyez, ASR, donc ça c'est la reconnaissance de la parole. Après, on avait du texte et après, on avait du NLU qui nous permettait de comprendre ce que la personne voulait. Et donc, aussi une des évolutions qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on appelle le SLU, le Speech Language Understanding, Spoken Language Understanding, pardon, et qui vous permet là de passer directement de l'audio, de la voix, à une compréhension de l'intention. Donc voilà, en sous-jacent de l'évolution de ces services, même si on a l'impression que le command and control, c'est quelque chose maintenant d'assez maîtrisé. En fait, il y a encore beaucoup d'évolutions et qui vont permettre de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément aujourd'hui. Alors, je parlais de l'aide aux malentendants. Je trouve que c'est un exemple assez intéressant parce qu'il est peut-être un petit peu moins connu, mais aujourd'hui, on a des sociétés qui permettent aux malentendants d'accéder finalement à la téléphonie, ce qui est un frein souvent pour eux pour communiquer avec le reste du monde. Et là, par exemple, vous recevez un appel et vous ne pouvez pas l'écouter, mais en fait, vous allez pouvoir le lire parce qu'on va refaire, un peu comme dans le cas du sous-titrage tout à l'heure, de la retranscription en temps réel qui va vous permettre de lire ce que la personne dit. Et si vous pouvez vocaliser, vous allez pouvoir parler et la personne vous entendre, ou alors vous allez pouvoir écrire, et là on va utiliser cette fois du text-to-speech, de la synthèse vocale, qui va permettre de transformer ce que vous avez écrit en voix pour que la personne de l'autre côté qui vous a appelé entende vos réponses. Donc voilà, on peut utiliser ces technos aussi pour faciliter la vie de personnes parfois handicapées. Alors ça marche aussi pour les personnes âgées qui parfois deviennent un petit peu dures d'oreille, donc des services par exemple de messagerie vocale retranscrite et qui permettent à des personnes de ne pas avoir à écouter des messages vocaux, mais à pouvoir les lire, ce qui leur facilite la vie quotidienne. Et je vais passer la parole à Katia pour quelques autres cas d'usage. Parfait, merci Karel. Alors, dans la petite liste au début proposée par Karel sur les cas d'usage pratiques, en tout cas d'application déjà business, puisqu'on essaie de parler ce soir, pas seulement de POC, de pilote, mais vraiment d'implémentation en production, de cas d'usage à la voix. Un autre cas d'usage qui est beaucoup plus répandu, j'ai envie de dire en France, que les assistants sur des enceintes connectées, c'est les assistants vocaux au téléphone. Et pas au téléphone en tant que device, mais au téléphone sur la téléphonie, par exemple sur le call center d'une entreprise ou sur un numéro de téléphone classique. Donc, les plusieurs cas d'usage sont déjà existants et qui ont donné vraiment des résultats très, très satisfaisants. Pourquoi c'est important que les entreprises se saisissent de ce canal? C'est parce que, encore 50% et plus des contacts d'une organisation et de ces différents publics se passent par téléphone. Donc, l'autre partie, c'est le digital, sachant que le digital, il y a du multicanal, évidemment, mail, réseaux sociaux, site internet, formulaires différents. Donc, c'est en fait le canal digital, il est multiple. Or, le canal téléphonique, habituellement, il renvoie vers un ou plusieurs numéros d'entreprise. Il reste quand même privilégié puisque sur ce canal-là, effectivement, il y a une interaction qui est un peu différente que sur le canal digital. Donc, en fait, ce que la voix peut faire aujourd'hui à travers les assistants vocaux au téléphone, qui sont accessibles sur les centres de contact, c'est de pouvoir proposer la multitude de services digitaux qui sont accessibles via le web, les applications de l'entreprise, mais accessibles sur le canal vocal pour que les personnes puissent faire de self-care et de pouvoir accéder à certains services d'une manière automatisée à la voix, qui est beaucoup plus simple, accessible comme le digital d'ailleurs 24/7, et pouvoir aller un peu plus loin que ce qu'ils peuvent faire avec un
centre de contact, en tout cas normal, de 9h à 18h. Donc le call center, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs cas d'usage. Typiquement, ça peut être l'upgradation et ça, c'est vraiment le cas d'usage qu'on va voir de plus en plus se multiplier dans les 3 années à venir, puisque aujourd'hui, les serveurs vocaux interactifs sont assez classiques avec des files d'attente qui se multiplient en tout cas, ou disponibles uniquement de 9 à par exemple 18h. Donc les serveurs vocaux sont très basiques où la personne est dirigée dans des scénarios avec un tapé 1, tapé 2, etc. Avec des choix qui sont voilà. Il y a un tri qui est pas très intuitif et à un moment donné, on sait que c'est un canal qui est très irritant pour les personnes qui appellent. Donc ce que les callbots, en tout cas sur les canaux téléphoniques permettent de faire, c'est de pouvoir très rapidement qualifier, trier les appels, faire un accueil de l'appelant, pouvoir identifier l'objet de l'appel, soit le transférer vers un expert, en tout cas un conseiller, ou carrément répondre à la question qui est posée ou faire l'action qui est demandée par la personne qui appelle. Si lui, il est autorisé, il a dans son périmètre d'action la réponse à la demande de quelqu'un, de celui qui appelle au téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique, de très facile à implémenter. Karel, tout à l'heure, a mentionné le marché des assistants vocaux et des différents services vocaux en tout cas. Moi, j'ai retrouvé les chiffres effectivement de services vocaux interactifs qui en anglais s'appelle IVR. Et en 2020, le chiffre mondial est à 4 milliards de dollars et ça va atteindre les 6 milliards en 2027. Il y a vraiment des enjeux parce que ce n'est pas uniquement en France, mais la téléphonie reste un canal privilégié de contact entre l'organisation et les publics. Dans un autre contexte, sur des appels sortants, c'est quelque chose aussi assez intéressant parce que tout simplement, on peut là être dans la personnalisation, dans le peaufinage aussi de l'interaction entre l'organisation et l'utilisateur. Donc là, évidemment, l'utilisateur, c'est globalement la personne qui appelle. Si c'est un hôpital, c'est un patient. Si c'est une administration publique, c'est un citoyen ou un administré. Si c'est une entreprise, voilà, dans un cadre d'un contrat, par exemple commercial, je ne sais pas, j'appelle mon fournisseur d'énergie. Voilà, ça c'est, je suis consommateur. Donc voilà, mon rôle est toujours celui d'un utilisateur, d'un service ou d'un produit. Donc du coup, souvent, je suis dans une interaction avec l'organisation que j'appelle, mais en revanche, elle peut aussi avoir cette action proactive de m'appeler d'une manière automatique par des assistants vocaux sortants pour me donner des informations au sujet de mon rendez-vous, de me confirmer mon rendez-vous, de me confirmer ma livraison de mon colis, par exemple, ou d'autres choses. Ça permet aussi de valider ma présence au rendez-vous, ma présence lors d'une livraison, ou tout simplement, c'est un service supplémentaire qui permet aussi de gérer et d'automatiser, en tout cas de réduire les no-shows et vraiment d'optimiser d'une manière plus poussée, évidemment, le travail des équipes de l'entreprise. Ça permet aussi, moi, en tant qu'utilisateur, d'être dans une interaction plus proche avec les marques, avec l'organisation et de permettre une satisfaction quand même poussée puisque voilà, on s'est occupé de moi. Nous avons marqué effectivement quelques cas d'exemple qui sont les callbots de rendez-vous. Oui, parce qu'on peut aussi prendre un rendez-vous avec un assistant virtuel. C'est assez facile de prévoir des connexions avec des agendas. En tant que callbot commande, nous avons fait exprès de pouvoir vous lister des différents vraiment cas d'usage précis qui sont évidemment dans un plus global callbot, et celui de rendez-vous et de la commande et du paiement peuvent être attachés ensemble, évidemment. Mais tout dépend du périmètre qu'on souhaite automatiser dans l'interaction avec nos différents publics. La commande, ça pourrait être « je fais une commande ».
ou ça pourrait être je suis ma commande. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en est-elle? Et je peux modifier ma commande. Je peux effectuer aussi un paiement à la voix. Et ça, c'est effectivement assez particulier parce que voilà, il y a quand même une connexion avec des outils de paiement sécurisés. Le plus classique, c'est le callbot FAQ. Évidemment, là, je pose certaines questions. Comme je l'ai dit au départ pour les call centers, je peux aussi avoir accès à un certain nombre d'informations qui me sont données par l'assistant vocal. Et globalement, l'utilisation via le canal téléphonique, c'est vraiment l'automatisation, en tout cas, accès à des informations que normalement se fait plus rapidement sans attendre une intervention d'un conseiller. Et évidemment, les cas d'aide par le support humain, ben, il est au niveau 3-4, puisque certes, c'est important d'avoir une interaction avec un humain, mais moi, en tant que consommateur, personnellement, je préfère avoir ma réponse pour certaines questions, et c'est pas forcément un humain que je souhaite avoir, mais ma réponse à ma question. Et si elle m'est donnée plus rapidement et plus efficacement par un assistant vocal, soit-il. En revanche, si j'ai besoin d'un accompagnement sur une décision, changement d'un contrat ou autre choix, peut-être je serais ravie d'avoir un conseil humain. Mais ça, c'est des réflexions effectivement qui sont de notre peut-être d'un autre atelier qui est plus le design conversationnel. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités de faire des chatbots sur mesure et chatbot action qui aident à, par exemple, à imprimer un document, rééditer un document, etc. Bon, sans tarder, deuxième cas d'usage qui est sur la téléphonie. Cette fois-ci, il est un peu plus différent puisqu'il concerne vraiment la voix du client lorsqu'elle est dans une interaction avec un conseiller. Et là, lorsqu'on doit analyser quel était le comportement du client vis-à-vis dans une conversation, là, on peut se référer et faire effectivement accès aux données afin qu'on puisse vraiment faire de la reconnaissance automatique, comprendre de quoi il s'agit. En fait, le verbatim déjà des conversations passées avec le conseiller, voir quels étaient les, en tout cas s'il était frustré ou mécontent ou au contraire très content, pouvoir analyser quels étaient les déclencheurs de ces réactions. Et en tout cas, l'analyse de la voix et analyse du langage permettent a posteriori, une fois qu'on a les conversations, de pouvoir procéder à des analyses à de masses de données. Autant sur le premier cas d'usage, les assistants, on avait une interaction humain-machine dans une interaction où on est aidé. Ici, on va dire que la compréhension de la parole et du langage nous permettent d'analyser ce qui s'est passé dans une interaction entre humain et humain. Et lorsqu'on a des grandes quantités de données, de pouvoir aussi comprendre et mieux satisfaire les clients. Donc, on a une détection de l'émotion, évidemment. On peut faire de speech analytics et de pousser très loin pour ramener au service client une analyse de comportement et évidemment d'améliorer les différents services qui sont proposés par les organisations. Donc, évidemment, l'objectif final, bénéfice et pour le premier cas d'usage et pour celui-ci, c'est de pouvoir améliorer l'expérience des clients et évidemment par la suite augmenter les ventes et avoir un ROI aussi des équipes qui sont sur place. On voit bien que la voix évidemment joue un rôle important dans nos vies. Parce que même aujourd'hui, on se parle et vous m'écoutez. Donc voilà, on interagit, la parole a une place importante. Ce qu'on véhicule à la voix en tant que marqueur biométrique, en tant que aussi marqueur de langage, c'est deux choses qu'on pourrait analyser à la fois en parallèle et séparément et un peu se superposer dans des analyses différentes. Alors, sur les assistants, un troisième cas d'usage qui est les assistants sur les enceintes connectées. Karel en a parlé largement dans certains endroits géographiques qui sont plus répandus, moins en France.
en tout cas, ce qui est très important, c'est que l'adoption des enceintes connectées, pour ne pas les citer Google Home et Alexa, est très importante aux États-Unis, dans certains pays en Europe, beaucoup moins en France, mais ça va arriver. En tout cas, il est important d'insister sur le fait que les marques doivent s'emparer de ce canal, puisqu'il représente réellement un nouveau canal de communication. Puisque c'est un canal de communication, ce qui est important aujourd'hui pour les organisations, c'est d'être présent auprès de leurs utilisateurs, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Ça veut dire que si mes utilisateurs ont un portable, j'ai une application. S'ils sont sur Internet, évidemment, j'ai application et site Internet. Si, évidemment, ils me contactent au téléphone, j'ai un numéro de téléphone. S'ils ont un Google Home, il faut qu'ils soient présents d'une manière ou d'une autre sur ces enceintes connectées, puisqu'ils sont un canal de communication. Ça ne veut pas dire qu'on va donner des commandes, on va utiliser ce canal pour donner des commandes et faire des commandes. Puisque aujourd'hui, les commandes, et en tout cas ces applications-là, sont gérées directement par les éditeurs qui sont Google et Alexa. En revanche, on peut s'emparer de ce canal-là et connecter nos propres assistants sur ce canal-là pour pouvoir avoir accès et être chez nos clients dans leur maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement les mêmes assistants que tout à l'heure on a cités dans les premiers cas d'usage, qui ne sont pas exhaustifs d'ailleurs, hein, sinon on aurait fait vraiment une liste, énorme liste, mais on peut aussi imaginer que vos entreprises peuvent avoir un assistant virtuel connecté à ces enceintes connectées sur des questions FAQ de la vie de votre entreprise, de vos produits. Why not proposer à vos clients prendre des rendez-vous avec vos conseillers? Pourquoi pas faire des ventes? Tout ça, c'est possible. Il n'est pas obligatoire, et ça c'est important de le dire, et dans la vie de tous les jours, on n'est pas obligé de développer en fait vos assistants avec les skills de Alexa et de Google. Il est possible avec des éditeurs différents, fabriquer un assistant virtuel et le connecter à ces enceintes connectées, pour autant sans qu'on passe par les skills, c'est-à-dire par les capacités cognitives de fabrication de l'assistant. Donc ça, c'est super important de le dire, puisque ça permet aussi d'avoir un assistant qui est multicanal et le même assistant, le connecter au téléphone et sur Google Home, par exemple. Pourquoi pas? Ça permet d'unifier, en tout cas, les connaissances qui sont récoltées pour chaque canal. Voilà. L'assistant vocal embarqué est un use case que vous avez déjà certainement plus utilisé. Évidemment, on a parlé de la voiture connectée et la décision d'achat au début de cette présentation. C'est que de plus en plus en tout cas de constructeurs implémentent en tant que fonctionnalité, en tant qu'innovation, un assistant vocal directement dans la voiture qui n'est pas connecté à un éditeur tel que Google Alexa, mais qui est une fonctionnalité à part entière de la voiture. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de la direction de mini-fonctionnalités lorsqu'on se trouve et on doit avoir quand même les mains non occupées par des actions manuelles, ce qui est très pratique quand même lorsqu'on conduit, et qui permet aussi de faire en sorte que toutes les commandes qui sont passées sur des fonctionnalités, d'autres recherches d'une destination, d'une station de service, etc., puissent être plus rapidement accessibles d'une manière plus sécurisée. Évidemment, les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à vouloir conquérir ces différentes fonctionnalités. Il y a des constructeurs, moi j'ai vu d'électroménagers qui ont implémenté aussi la première lave-linge évidemment vocal. Voilà. Tout objet connecté est susceptible demain d'être connecté, d'être dirigé à la voix. Mais ça, c'est évidemment des commandes. Ce qui est très important à se dire, c'est que si vous êtes constructeur d'objets, évidemment, c'est intéressant de s'emparer de ce canal-là pour réfléchir, est-ce que j'ai des cas d'usage, que mes objets, que ce que je produis puisse à un moment donné avoir la possibilité, est-ce que c'est aussi utile, parce que
l'idée n'est pas seulement d'investir un canal parce qu'il est à la mode, mais est-ce que j'ai un service supplémentaire à rendre à mes consommateurs en tant que constructeur. En revanche, en tant qu'entreprise qui rend des services et a des interactions avec ses clients, ça, c'est les cas d'usage du début, c'est plutôt les interactions avec le client, service avant, après-vente, vente, marketing. Ça, c'est vraiment intéressant de vraiment s'emparer de ces canaux parce que les enjeux sont importants dans la fidélisation du client, dans la personnalisation de cette relation client, tout simplement, puisque c'est, comme vous le savez, c'est quand même plus simple de fidéliser les clients que d'en gagner des nouveaux. Les assistants vocaux embarqués, là, j'ai préféré vous poser un cas d'usage très simple qui est prochainement, qui est en cours de fabrication, en tout cas, mais qui est très intéressant puisque, on voit bien que, les enceintes connectées, il y en a d'autres comme celui-ci évidemment, qui n'est pas uniquement, chasse gardée, des éditeurs, Google, Alexa qui sont voilà, ce sont des enceintes connectées grand public, mass market. Il y en a des enceintes connectées destinées aux personnes âgées pour mieux interagir avec les personnes âgées. Il y en a des enceintes connectées, on en connaît certains pour, par exemple, tout à l'heure j'ai eu une question pour suivi des réunions, ça existe. Après, il faut tester, il faut voir comment ça fonctionne, mais en tout cas de plus en plus de cas d'usage verticales sont couverts. Et l'assistant vocal médical, par exemple, c'est un voice bot médical qui est dans le cabinet du médecin. Évidemment, le médecin fait l'interaction et son entretien avec le patient. L'assistant enregistre évidemment la conversation et peut par la suite, évidemment, le compte-rendu de cet entretien et facilite en tout cas le travail du médecin puisque, évidemment, certains gestes et certains, on va dire, peut-être 20-30 minutes à rédiger et rédiger cette conversation, suite à cet entretien est quand même épargné par le travail de l'assistant. Il est indéniable qu'aujourd'hui qu'on n'est pas exhaustif dans nos cas d'usage. Je vois que le temps avance également et si on a des questions, ce serait intéressant que vous nous les posiez à la fin, éventuellement. Mais en tout cas, ce qu'on souhaitait aussi aujourd'hui vous transmettre comme message, c'est que certes, la voix, c'est une nouvelle interface inclusive, puisque c'est 6 fois plus rapide que ce qu'on fait par écrit. Que la voix est aussi, d'une part, un média par lequel nous on communique. L'interaction est importante dans le cas d'une interaction de relations business, c'est très important de maîtriser les différents canaux qui existent. Donc la voix se pose aussi en tant que canal. La voix aussi est un vecteur d'information. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être utilisé la voix en tant que timbre, en tant qu'empreinte biométrique, empreinte d'information, mais la voix aussi, elle porte aussi la langue, en fait, tout ce qu'on communique de point de vue verbal et linguistique. Donc, toutes ces informations-là, dans une interaction avec nos différents publics, c'est important de maîtriser, c'est important de connaître. La voix porte la connaissance de cette subtilité et notre interaction et avec nos clients. Et à la fin, je pense qu'on avait mis une petite slide qui est assez condensée. Quels sont les différents enjeux économiques? À la fin, en tant que résumé maintenant, évidemment, s'approprier les canaux vocaux, avoir des cas d'usage, commencer à voir quels sont les cas d'usage qui sont sur 80-20, celles qui méritent que vous améliorez votre relation avec vos clients, vos différents, vos publics. Quels sont les 80% où vous devez soulager vos équipes parce qu'ils sont en train de répondre à des questions
répétitives. Comment je peux réduire le churn voilà, comment je peux réduire le départ de certains clients. Tout ça, c'est dans les interactions avec les clients. Les clients nous disent ce qu'ils souhaitent nous le dire et ça, on l'a dans les conversations avec eux. Donc si on ne maîtrise pas les conversations avec nos clients, on ne saura jamais comment améliorer nos services. Évidemment, l'augmentation de la qualité aussi de travail des équipes parce que c'est certainement plus intéressant d'être sur des sujets plus intéressants que juste donner l'information où se trouve mon colis. Évidemment, pallier à certaines limites de certains outils déjà existants, mais ça, c'est l'innovation. Donc vraiment, regardez comment vous pouvez innover au sein de vos entreprises. C'est intéressant de se dire qu'il faut anticiper quand même certains usages que souvent nos clients sont plus en avance dans l'usage que nos entreprises dans l'implémentation des technologies. Il y a carrément un enjeu de business. On peut quand même avoir un retour sur investissement important si on maîtrise davantage la voix du client, les interactions avec nos clients. Et évidemment, on peut aussi faire du business autrement. Il y a quand même un enjeu d'emploi, il faut le mentionner, mais encore une fois, c'est plus dans l'optique d'améliorer la situation des équipes et inventer de nouveaux métiers et maîtriser les métiers émergents. Et la voix est évidemment des axes, un des axes. Vous avez l'IA en général. Karel a mentionné au départ le Voice Lab. Moi, j'ai remis à la fin notre communauté. Évidemment, nous sommes aussi bien des entreprises de technologie que évidemment des académiques et des industriels. Si vous souhaitez adhérer au Voice Lab, nous en serons ravis. Il y a plusieurs raisons pour ça. Évidemment, aidez-nous à construire notre filière. Si vous souhaitez bénéficier évidemment des travaux qui sont en cours, ou en tout cas vous avez des cas d'usage, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider à monter vos différents travaux. Puisqu'on agit dans une approche européenne, venez en tout cas élargir avec nous le spectre de notre action et soyez aussi garant du développement de nos valeurs éthiques qui sont évidemment le partage, la bienveillance et l'amélioration des différents services. Je pense que c'était la fin de notre présentation. Je souhaite remercier le Hub Francia, mais avant tout ça, est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas. Alors, il y avait quelques questions dans le chat auxquelles j'ai un peu répondu au fil de l'eau. Peut-être pour résumer un certain nombre de questions donc sur la pertinence du voice bot ou de la techno vocale en fonction de cas d'usage. C'est une réponse un peu de gascon, mais je pense qu'aujourd'hui les technologies sont assez matures pour faire pas mal de choses, mais en même temps il ne faut pas penser que c'est toujours comme c'est un peu entre guillemets à la mode, il faut absolument faire du vocal. Il y a des cas d'usage où finalement une interface web avec un bouton et une souris va être beaucoup plus pertinente que d'essayer d'utiliser de la voix. Ça dépend aussi du contexte. Donc, un des éléments qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus maintenant de solutions, comme celle d'ailleurs de la société de Katia, qui font ce qu'on appelle parfois de l'omnichannel. Bon, c'est un grand mot, je trouve, parfois, mais l'idée en tout cas, c'est que on puisse avoir une interaction business qui va pouvoir après être faite au travers de plusieurs canaux qui pourront être du chat, de la voix avec des bots, mais aussi des FAQ. Voilà, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus d'entreprises qui regardent de façon un peu holistique l'interface au client
et la voix devient une des composantes, mais il ne faut pas forcément l'avoir tout seul. Il y avait une question beaucoup plus précise à un moment donné sur la capacité à faire des résumés de réunions. Donc aujourd'hui, on a quelques acteurs qui travaillent sur les sujets, et la partie vocale n'est pas forcément la partie la plus problématique. C'est-à-dire que être capable au sein d'une discussion à plusieurs d'identifier les différents interlocuteurs et de retranscrire ce qu'ils ont dit, on arrive à le faire de façon assez qualitative. Après, la capacité à résumer ce qui a été dit, finalement, là, on n'est plus dans le vocal, on est plus dans le NLU, NLP, donc la capacité à comprendre la langue française ou autre. Et ça reste un domaine où on n'est peut-être pas encore capable de faire des miracles, je dirais, mais il y a un certain nombre de travaux intéressants faits par quelques-uns de nos membres et par aussi des sociétés qui ne sont pas membres du Voice Lab, parce qu'on est vraiment sur du NLU, NLP, qui n'est pas que l'apanage de la voix, qui fait qu'on a fait des gros progrès, je dirais en tout cas ces 2 dernières années, dans la capacité de faire du résumé. Donc ça dépend un peu du contexte et de quel type de document, de discussion on veut résumer. Voilà, je pense que c'était les quelques questions que j'ai vues passer qui me semblaient importantes de partager avec tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et sinon, on va clore cette session. Ouais, je ne vois pas de nouvelles questions. Non, c'est le hub qui est en train de taper, donc ça ne doit pas être une question. Mais en tout cas, merci pour l'accueil, le hub, à Francia. Karel, peut-être profitons de des dernières secondes, se dire quand est-ce qu'il y a notre prochaine session. C'est ce que je souhaitais indiquer. En effet, la prochaine session, c'est le 13 janvier, c'est bien cela? Le 13 janvier sur l'apprentissage fédéré. Voilà, parfait. En quelques mots, l'apprentissage fédéré, c'est la capacité à apprendre pour pouvoir faire des modèles de reconnaissance vocale sur des données qui ne sont pas forcément accessibles facilement. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, le Voice Lab a lancé un premier projet qui fait de l'apprentissage sur des données qu'on va mutualiser au sein d'une plateforme centrale. Mais demain, on réfléchit déjà à la capacité de pouvoir apprendre sur des données auxquelles on ne peut pas forcément avoir accès pour plein de raisons de confidentialité. Et donc, il y a eu pas mal d'évolutions ces 3 dernières années dans le domaine, ce qui fait qu'on a des technos qui permettent de commencer à faire des choses intéressantes. Donc, on aura à nouveau une présentation un peu plus technique et qui va nous parler des différentes évolutions dans ce domaine. Je laisse Gaëlle clore la session. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Je ne vais rien rajouter de plus sur le fond, juste dire qu'en effet, au Web Francia, on est ravis de cette collaboration avec le Voice Lab, donc avec un écosystème où il y a beaucoup de membres, beaucoup de challenges et de problématiques à mener, en particulier dans le contexte aussi des valeurs européennes que porte le Hub, avec la spécificité du polylinguisme vocal européen qui pose des défis auxquels on est effectivement très attentif, des défis et des chances. Donc voilà, on est ravis de poursuivre ce cycle Voice Lab Hub Francia. Merci Gaëlle, merci Katia, merci à tous et très bonne soirée. Merci. Bonne soirée.